Bonjour Dave. Bonjour. Donc aujourd'hui, je te reçois aux Utopiales, les Utopiales te reçoivent pour la sortie d'Oversity chez l'éditeur Les Six Brumes. Donc qui es-tu? Qui suis-je? Je suis un auteur qui a publié son premier texte en 2010 avec un roman qui s'appelle Noir Azur, un roman de science-fiction un peu poétique, assez dystopique aussi. Et aussi, je suis l'auteur de plusieurs nouvelles dans la revue, entre autres Solaris. J'ai compté dernièrement, j'en avais une vingtaine de nouvelles littéraires publiées dans la revue. D'accord. Et comment tu présenterais Oversity, donc ce nouveau roman? Oversity, c'est d'abord le roman qui traite de mon arrivée à Montréal. En fait, je viens j'ai grandi dans la campagne, et puis mon arrivée dans la grande ville a été un événement important pour moi. Donc, c'était une façon d'aborder ce sujet-là. C'est aussi un roman qui parle de l'image de soi. L'image qu'on construit à l'intérieur de nous, de l'image qu'on se fabrique de nous-mêmes, versus ce qu'on projette et ce qui est perçu par les autres. Je suis assez fasciné par l'idée d'une réalité qui est malléable puis qui est modifiable par le conscient collectif, par ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est un peu mélangé ensemble pour donner Oversity. Donc, pour le petit pitch, ce que j'ai vu, c'est qu'on a un petit scénario quand même à la Leftovers au début. On a un certain nombre de personnes qui disparaissent avec les conséquences qui en viennent. Ils vont où tous ces gens? C'est que, en fait, Oversity est apparu du jour au lendemain. Et puis, ça a créé une espèce de vide. Il y a une espèce d'appel d'air qui, en fait, une ville a besoin de population pour exister, a besoin d'habitants. Donc, étant donné qu'elle n'en avait pas à ce moment-là, elle a aspiré des gens un peu au hasard à travers Montréal, qui, du point de vue des Montréalais, en fait, disparaissent. Mais c'est ça. Donc, les gens vont à Oversity, qui se dote ainsi de ses habitants. Le premier personnage qu'on croise, c'est Normand, ouais. Normand, un pompier qui a l'air plutôt sympa. Son groupe est sympa aussi, et il va apparaître tout d'un coup comme un héros, oui. Parce qu'il a trouvé la solution. C'est un des premiers à comprendre qu'on peut prévenir, qu'on peut empêcher quelqu'un de disparaître malgré soi, en fait. Donc, il a appris à reconnaître les signes avant-coureurs, précurseurs de cette disparition-là. Donc, il remarque des maux de tête, certains étourdissements, une confusion, et puis il se dit, peut-être qu'on peut, si on déconcentre la personne à ce moment-là, peut-être qu'on peut l'empêcher de partir. À ce moment-là, en fait, pour les personnages, les gens disparaissent. Donc, on essaie d'empêcher. C'est un danger, en fait. Et puis, donc, étant donné que c'est un des premiers à comprendre ça, à comprendre qu'on peut empêcher ces départs-là, il est vite récupéré par les médias, par le conscient collectif, justement, que c'est une personne qui semble avoir une compréhension de ce que c'est Oversity, ce que sont les règles du jeu. Puis ça, c'est récupéré par un personnage un peu plus opportuniste, qui est Masaru Oriuchi, qui, lui, essaie justement d'utiliser les personnages et les images qu'il dégage pour construire quelque chose de beaucoup plus contrôlé avec Oversity. Il essaie de débarrasser de la ville de son côté plus sauvage, plus imprévisible, pour en faire quelque chose de plus, qu'on pourrait dire, vendable. Et ce qui est surprenant, c'est que Normand, quand il bascule dans Oversity, il est doté de super pouvoirs. Alors, je divulgage rien, c'est dès les premières pages on le voit super tôt. Et finalement, c'est un peu l'opposition entre ce qu'il pense être et ce que les gens pensent qu'il est. C'était ça le cœur de ton... je sais pas si j'irais jusqu'à dire à parler d'opposition, mais oui, il y a des nuances, en fait, comme je l'évoquais tantôt, là, entre la façon dont les personnages se perçoivent eux-mêmes et ce qui est dégagé. Je parlais un peu d'opportuniste tout à l'heure avec Masaru, qui, en fait, construit le personnage de héros. Il voit le potentiel chez Normand d'un potentiel héros, et puis il l'utilise. Normand n'était pas forcément voué à devenir le héros d'Oversity, le pionnier d'Oversity. Et paradoxalement, il est en couple avec Cindy, oui. qui est un peu son opposé, là où lui, il est plutôt il est pompier, elle est qui est tout dans la simplicité, alors qu'elle est dans le sophistiqué, le nightlife. Ouais. Et c'est un peu cette relation qui va permettre à Normand aussi de basculer et de vouloir comprendre plus. Mais par contre, Cindy, elle a l'air complètement perdue dans Oversity. Oui, elle, en fait, sans rentrer trop dans les détails, il y a plusieurs niveaux. En fait, la façon dont le conscient collectif de Montréal nous perçoit est très important pour Oversity. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau figurant,
où est-ce qu'il y a pas assez de gens qui nous connaissent, on n'occupe pas vraiment une vraie place dans le conscient collectif. Et si jamais on va à Overcity à ce moment-là, on s'efface, on devient le conscient collectif ne nous reconnaît pas, ne nous prête aucune qualité, donc on devient juste un personnage vide, quelqu'un qui marche, un client, un caissier. Ça. Ensuite, il y a le seuil où est-ce qu'on a assez de gens qui nous connaissent pour qu'on reste à peu près semblable à nous-mêmes. Et puis, il y a le niveau supérieur, dont celui de Cindy, qui est, on a une image tellement puissante qu'elle avale la personne qu'on était à Montréal et qui là devient une espèce d'icône, d'avatar, de l'avatar même d'un concept à Overcity. Donc, c'est ce qui arrive à Cindy, qui se fait complètement dévorer, avalée par son personnage de méchante sorcière dans la série dans laquelle elle joue. Oui, parce qu'elle m'a fait beaucoup penser à Wanda, la sorcière rouge. Mm-hmm. C'est le cas? C'est vrai qu'on pourrait trouver une certaine ressemblance. Ça m'a pris pas mal de temps à écrire Overcity, donc c'est pas une inspiration là. Si j'avais à placer une inspiration, je trahirais un peu mes intérêts de gamer. En fait, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Final Fantasy VIII. Dans une des scènes du jeu vidéo, il y a une parade avec une sorcière très urbaine qu'on peut un peu reconnaître dans le roman. D'accord. Et alors effectivement, on a finalement Cindy qui subit un peu sa situation. Mm-hmm. On a Normand, on peut dire aussi, qui subit aussi sa situation. Et puis à l'opposé, on a, j'arriverai pas à dire son nom. Francis? Non. Avril? Masaru. Masaru, ouais. Qui a l'air d'avoir tout compris et oui. Qui veut en tirer vraiment un profit important. On va toujours trouver ce genre de personnage dans la vie. Dans la vie? Oui. C'est une bonne question, là, moi. Je pourrais pas dire. Ce qui est intéressant avec Masaru, en fait, c'est qu'à la base, il est peut-être, on le sait pas trop, là, c'est pas un personnage dont la version montréalaise est très approfondie dans le roman, mais il est lui aussi un peu victime de son image. Il y a un élément sur lequel je joue un peu raciste, là, où est-ce que, quand Normand rencontre Masaru à Montréal, il y a un certain quorum à respecter. Mais il y a cette version-là de la cérémonie du thé japonaise très classique qui est vraiment, qu'on pourrait dire, greffée sur Masaru une fois qu'il se retrouve à Overcity, qui est un peu victime aussi justement de l'image de l'homme d'affaires japonais, très froid, calculateur, dans une occasion où est-ce que Masaru, en fait, fait un souper d'affaires avec Cindy dans le but d'ouvrir un restaurant à son nom. On peut constater que le personnage est quand même assez chaleureux, qui est une personne à qui on peut parler, c'est un être humain. Mais c'est ça, lui aussi se retrouve avec une image qui lui est apposée de force là, à Overcity. Je l'ai vraiment pas trouvé très sympathique, il a manipulé un peu tout le monde comme ça, et finalement il marginalise aussi Normand à un moment. Oui. Mais là, on s'avance peut-être un petit peu loin dans le récit pour pas divulgacher. Non, sans divulgacher. Ouais. C'est aussi une question d'amitié, j'ai trouvé, avec ces pompiers qui vont essayer de travailler ensemble. Comment on construit ce genre d'amitié pour les pompiers, je me suis inspiré un peu de certaines personnes que je connais. C'est pas le genre de choses que je fais souvent. Mais là, j'avais l'impression que c'était le genre de cercle social auquel qui ressemble pas tellement à mes cercles d'amis. Donc là, j'ai essayé de m'inspirer de gens qui gravitent autour de moi. Ouais, donc ça a été en fait surtout d'essayer de leur donner une vie, enfin comme on fait avec tous les personnages là. Et du coup, alors je vais changer de sujet. C'est aussi les 50 ans de Solaris, si je dis pas de bêtises. Tu m'as dit que tu avais écrit des nouvelles pour Solaris aussi. Oui. C'est quoi Solaris pour toi? C'est quoi Solaris pour moi? C'est une étape importante. En fait, ça a été comme j'en profite pour faire une petite anecdote. J'ai commencé à écrire, disons, pro, de façon publiée, surtout grâce aux ateliers d'écriture d'Elisabeth von Arburg, dans lesquels j'ai beaucoup appris. Et la première fois où j'ai participé à un de ces ateliers-là, je me demandais vraiment, est-ce que j'y vais avec un texte normal où j'affiche mes couleurs dès le début, puis je fais du bizarre comme j'aime faire. J'ai vraiment hésité, parce que je me disais, bon, peut-être que les gens aimeront pas trop les trucs trop weird, ou je savais pas trop. Fait que finalement, j'ai tranché, je me dis, ben non, je vais y aller all-in, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc je me suis dit, j'y vais à fond, je vais écrire le truc le plus bizarre que je peux pas écrire. Ça a donné le texte Monsieur Gâteau, qui raconte l'histoire d'un personnage qui est fait en gâteau, en fait. Et puis ses parents étaient
habités par la peur que leur enfant se fasse agresser, se fasse attaquer, se fasse bouter. Donc, il a vécu toute son enfance cachée, et puis la nouvelle raconte le moment où est-ce qu'il décide de sortir au grand jour, d'affronter en fait le regard des autres. Oui, Solaris, donc c'est ça. J'ai écrit ce texte-là, j'ai retravaillé un petit peu en atelier, et puis très rapidement, en fait, je me suis essayé chez Solaris et on l'a accepté comme très très vite avec quelques petites retouches. Donc j'étais pas mal fier. Et ça a été vraiment ma porte d'entrée en fait dans la publication professionnelle. Ouais, c'est une revue quand même très importante pour moi puis pour la littérature francophone en général. Et du coup, t'es aux Utopiales aujourd'hui. Ça fait quoi les Utopiales pour toi? Ah, c'est jusqu'ici une très belle expérience. Là, ça commence à peine. On me dit qu'on attend beaucoup plus de gens, donc ça va être un bain de foule pas mal intéressant. J'aime beaucoup l'effervescence que je vois jusqu'ici. Là, ça promet. Et le roman pour l'instant est publié au Québec, au Canada. Oui. Est-ce qu'il est prévu en France actuellement chez un éditeur français ou Non, pas pour le moment. Non. Mais bientôt. Je l'espère, ça serait bien. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message? Je dirais, sans vouloir avoir l'air prétentieux, mais au Québec, on dit de mes textes qui sont très Dave Côté. J'ai essayé, en fait, reproduire l'espèce d'esprit spontané, un peu ludique aussi, qu'il y a souvent dans mes nouvelles. J'ai essayé de saupoudrer le roman de ça, donc j'espère qu'on saura reconnaître cette spontanéité-là, cet aspect plus ludique, même si un roman, bon, c'est plus profond, c'est plus sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.